Je soupçonnais ma femme de cacher quelque chose, alors j'ai fait semblant de partir en voyage d'affaires de 3 jours pour la surveiller. Alors que j'observais secrètement la maison, notre voisine âgée s'est approchée et m'a chuchoté, « Ne la laisse pas te voir. Attends jusqu'à 1h du matin et tu comprendras. » À minuit, j'ai failli m'évanouir face à la vérité que j'ai découverte. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Grégoire Quentin. J'ai 69 ans et je pensais connaître les moindres recoins de ma propre maison. Chaque latte de plancher qui grince, chaque ombre qui se forme lorsque le soleil traverse la fenêtre du salon, chaque son que fait la porte du garage lorsqu'elle se ferme. J'ai vécu dans cette maison pendant plus de 30 ans. J'ai bâti des souvenirs dans chaque pièce. Mais il y a 3 semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer avec des mots simples. C'était une sensation dans le ventre, comme lorsque vous savez que quelqu'un vous ment mais que vous n'avez pas encore de preuves. Tout a commencé un mardi après-midi. Je suis rentré chez moi après ma promenade habituelle au parc. Je vais toujours me promener après le déjeuner. Cela fait partie de ma routine depuis que je suis à la retraite. En franchissant la porte d'entrée, j'ai senti que quelque chose était différent. Ce n'était rien d'évident. La maison était calme, comme toujours. Florence était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Tout semblait normal, mais il y avait quelque chose dans l'air. Une tension qui n'était pas là à mon départ. Je suis allé dans mon bureau, cette petite pièce au bout du couloir où je garde mes documents importants, mes livres, mes souvenirs de l'époque où je travaillais dans l'entreprise de construction. La porte était fermée, comme je la laisse toujours. Mais quand j'ai tourné la poignée, j'ai remarqué quelque chose. La serrure était légèrement éraflée. Il y avait de petites marques, presque imperceptibles, mais je connaissais cette porte. Ces marques n'étaient pas là le matin. Je suis entré lentement. Tout semblait être à sa place. Mon bureau avec la lampe verte, les étagères remplies de dossiers, les photographies au mur. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Mes dossiers personnels, ceux que je garde dans un deuxième tiroir du classeur, étaient disposés différemment. Je suis un homme méticuleux, obsédé par l'ordre. Je place toujours les dossiers par ordre chronologique de gauche à droite, mais là, ils étaient à l'envers. Quelqu'un avait fouillé dans mes documents. Quelqu'un était entré dans mon bureau et avait touché à mes affaires les plus privées. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je me suis assis sur ma chaise de bureau et j'ai pris une grande inspiration. Je devais penser clairement. Je ne pouvais pas laisser la panique m'envahir. J'ai vérifié chaque dossier avec soin. Tous les documents importants étaient là. Les titres de propriété de la maison, les papiers d'assurance vie, mes investissements, les certificats bancaires, tout y était. Mais quelqu'un les avait vus. Quelqu'un savait exactement ce que je possédais. J'ai fermé le tiroir et je suis resté assis en silence pendant plusieurs minutes. J'écoutais les bruits de la maison. Florence qui déplaçait des casseroles dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge murale, le vent frappant doucement la fenêtre. Puis, j'ai entendu autre chose. Des pas. Florence descendait le couloir vers mon bureau. J'ai rapidement fait semblant de lire l'un de mes livres. Elle a ouvert la porte sans frapper, chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. « Le dîner est presque prêt », a-t-elle dit d'une voix qui semblait trop désinvolte, trop contrôlée. « Merci, mon amour. J'arrive tout de suite », ai-je répondu sans lever les yeux de mon livre. Elle est restée sur le pas de la porte pendant quelques secondes, plus longtemps que d'habitude. Je pouvais sentir son regard sur moi, m'étudiant. Puis elle est partie, refermant la porte derrière elle. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Florence attentivement. Nous sommes mariés depuis 25 ans. Je pensais la connaître mieux que quiconque au monde. Mais ce soir-là, assis en face d'elle à la table de la salle à manger, j'ai réalisé que je regardais peut-être une étrangère. Elle mangeait en silence, coupant son poulet avec des mouvements précis. De temps en temps, elle levait les yeux et me souriait, mais il y avait quelque chose de forcé dans ce sourire. Ses yeux ne reflétaient plus la chaleur d'autrefois. « Tout va bien ?» m'a-t-elle demandé soudainement. « Oui, tout va bien. »« Pourquoi demandes-tu ? Tu as l'air pensif. Tu ne te sens pas bien ? » ?»« Non, non. Je repensais juste à certaines choses du passé. Tu sais comment on est à cet âge.
Elle a hoché la tête et s'est remise à manger, mais j'ai remarqué que ses doigts serraient sa fourchette un peu trop fort. Les jours suivants ont été étranges. J'ai commencé à remarquer d'autres détails qui m'étaient passés inaperçus auparavant. Florence quittait la maison plus fréquemment, toujours avec de vagues excuses. Qu'elle allait au supermarché, qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin, qu'elle retrouvait des amis pour prendre un café. Mais quand elle revenait, elle n'avait pas de sac de course, et les amis qu'elle mentionnait portaient des noms que je n'avais jamais entendus. Un après-midi, j'ai décidé de vérifier nos relevés bancaires. Nous avons des comptes séparés, mais aussi un compte joint que nous utilisons pour les dépenses de la maison. Je me suis connecté au système en ligne et j'ai commencé à examiner les transactions des derniers mois. Il y avait de petits retraits fréquents, toujours en espèces, toujours au distributeur automatique près du centre commercial. Additionnés, ils représentaient plus de 4 500 € en 3 mois. Quand j'ai interrogé Florence sur ses retraits pendant le dîner, elle n'a même pas eu l'air nerveuse. C'est pour les dépenses de la maison, Grégoire. Tu sais à quel point tout coûte cher dernièrement. Mais 4 500 € en 3 mois, ça me paraît beaucoup pour des dépenses courantes. Eh bien, tu ne fais pas les courses, tu ne sais pas combien coûtent les choses maintenant. Elle avait raison sur un point, je ne faisais pas les courses. Mais je savais aussi que quelque chose clochait. Florence n'avait jamais été dépensière. Elle faisait toujours attention à l'argent. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant la respiration de Florence à côté de moi. Elle dormait profondément, ou du moins en avait l'air. Moi, en revanche, j'avais l'esprit qui tournait à plein régime. Le lendemain, pendant que Florence prenait sa douche, j'ai fouillé dans son sac à main. Je me sentais terriblement mal de le faire. Je n'avais jamais envahi son intimité de la sorte auparavant, mais j'avais besoin de savoir ce qui se passait. J'ai trouvé des reçus de café que je ne connaissais pas, situés dans un quartier de la ville où elle n'avait aucune raison d'aller. J'ai aussi trouvé la carte de visite d'un homme nommé Gilbert Renaud, avec le titre de conseiller immobilier imprimé sous son nom. Pourquoi Florence avait-elle besoin de parler à un conseiller immobilier? Notre maison était entièrement payée. Nous n'avions aucun projet de déménagement. Nous n'avions pas d'autres propriétés à vendre ou à acheter. J'ai glissé la carte dans ma poche et j'ai tout remis à sa place. Quand Florence est sortie de la salle de bain, j'ai agi normalement. J'ai dit « Bonjour ». Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Nous avons parlé du temps et du programme de la journée. Mais à l'intérieur, je sentais grandir une graine de suspicion qui allait bientôt devenir une certitude. Cet après-midi-là, après que Florence a quitté la maison sous prétexte d'aller au salon de coiffure, j'ai pris la carte de Gilbert Renaud et je l'ai regardée attentivement. Le papier était épais, de bonne qualité. L'adresse imprimée indiquait un bureau dans le quartier des affaires de la ville. J'ai cherché son nom sur Internet. Gilbert Renaud apparaissait sur plusieurs sites immobiliers. Sa photo montrait un homme d'environ 45 ans. Sourire parfait, costume impeccable. Spécialisé dans les biens de grande valeur, indiquait son profil professionnel. Quelles affaires ma femme peut-elle bien avoir avec cet homme? La question me tourmentait. En continuant mes recherches, j'ai consulté sa page professionnelle, lu les avis de ses clients, cherché la moindre information qui pourrait me donner des indices. Puis, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai fouillé le téléphone de Florence. J'ai attendu la nuit, lorsqu'elle s'est endormie. Je me suis levé doucement. J'ai marché jusqu'au salon où elle laissait toujours son téléphone chargé. Mes mains tremblaient en le prenant. Je connaissais son code parce que je l'avais vu le taper des centaines de fois. J'ai ouvert l'application de messagerie. Il y avait une conversation récente avec un numéro enregistré sous les initiales, GR. Je n'avais pas besoin d'être un génie pour savoir que ces initiales correspondaient à Gilbert Renaud. Les messages étaient brefs mais révélateurs. Demain à 15 h, disait l'un d'eux datant d'il y a 2 jours. Je confirme le rendez-vous, avait répondu Florence. Apporte les papiers dont je t'ai parlé, avait ajouté Gilbert. Quel papier? Quel rendez-vous? J'ai continué à lire, le cœur battant de plus en plus fort. Il y avait des messages de la semaine précédente. J'ai besoin que tu me confirmes les chiffres exacts, avait écrit Gilbert. Tout est dans les documents que j'ai examinés, avait répondu Florence. Parfait. Ça va aller plus vite que prévu. J'ai senti mon estomac se nouer.
J'ai pris des photos de ces messages avec mon propre téléphone, en m'assurant que le flash était désactivé. Puis j'ai remis le téléphone de Florence exactement là où il était, branché au chargeur. Je suis retourné me coucher et je suis resté éveillé le reste de la nuit, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Ma femme préparait quelque chose qui impliquait nos propriétés, nos documents, notre patrimoine. Le lendemain matin, j'ai agi normalement. J'ai pris un petit déjeuner tranquille, lu le journal, parlé à Florence de choses futiles, mais chaque mot qui sortait de sa bouche me semblait faux. Je sors un moment cet après-midi, a-t-elle dit en débarrassant la table. J'ai quelques courses à faire. Quel genre de courses? Rien d'important. Des trucs pour la maison, tu sais. Tu veux m'accompagner? Non, ne t'en fais pas, repose-toi. Je sais que tu as été un peu fatigué ces derniers temps. Fatigué? Je n'avais jamais mentionné être fatigué. Pourquoi disait-elle cela? Quand Florence est partie, j'ai attendu 10 minutes pour m'assurer qu'elle ne reviendrait pas pour un oubli. Puis je suis allé directement dans mon bureau et j'ai revérifié tous mes documents importants. Les titres de propriété de la maison étaient là, mais j'ai remarqué quelque chose d'alarmant. Ils avaient été sortis et remis en place récemment. Je pouvais voir les marques dans la fine couche de poussière qui s'accumule toujours sur les vieux dossiers. Quelqu'un avait étudié ces documents de très près. J'ai aussi vérifié mon testament. Il était rangé dans une enveloppe scellée, mais le sceau avait été brisé et recollé. Un travail minutieux, mais pas assez pour tromper quelqu'un qui connaît ses propres affaires. Mon testament original divisait tout à parts égales, la maison et les propriétés pour Florence, les investissements et les liquidités partagées entre elle et ma sœur Claire, qui vivait dans une autre ville. Mais quelqu'un avait vu ce testament. Quelqu'un savait exactement combien valait chaque chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Claire. J'avais besoin de parler à quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui pourrait m'aider à réfléchir clairement. Grégoire, quelle surprise, a dit Claire en décrochant. Comment vas-tu? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, quelque chose qui se passe ici, à la maison. Tout va bien? Tu as l'air inquiet. Je vais bien physiquement, mais j'ai des soupçons concernant Florence. Je crois qu'elle prépare quelque chose. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Claire a parlé d'un ton sérieux que je ne lui connaissais pas. Grégoire, j'ai aussi remarqué des choses étranges. Il y a un mois, Florence m'a appelé pour me poser des questions sur les propriétés que j'ai à mon nom. Elle voulait connaître les valeurs, les emplacements, si j'avais l'intention de les vendre. J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai pensé que c'était juste de la curiosité. Que lui as-tu répondu? Rien de précis. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de vendre quoi que ce soit, mais elle a beaucoup insisté, comme si elle essayait d'obtenir des informations détaillées. Puis elle a brusquement changé de sujet quand je lui ai demandé pourquoi elle s'y intéressait tant. Cela a confirmé mes pires craintes. Florence n'enquêtait pas seulement sur mes biens, mais aussi sur ceux de ma famille. Claire, j'ai besoin que tu ne dises rien de cette conversation à Florence. Si elle t'appelle et qu'elle te pose encore des questions sur les propriétés ou l'argent, dis-lui simplement que rien n'a changé. Ne lui donne aucune nouvelle information. Bien sûr. Mais Grégoire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un plan? Pas encore, mais je vais en trouver un. D'abord, je dois rassembler plus de preuves. Je dois savoir exactement ce qu'elle manigance avant de la confronter. Après avoir raccroché avec Claire, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à dresser une liste mentale de tout ce que j'avais remarqué ces dernières semaines. Les documents déplacés, les retraits bancaires, les messages avec Gilbert Renaud, les questions étranges à ma sœur. Tout pointait vers une conclusion terrifiante. Ma femme prévoyait de s'emparer de tout mon patrimoine. Mais comment? Quelle méthode allait-elle utiliser? Et pourquoi, après 25 ans de mariage? Cet après-midi-là, j'ai décidé de la suivre. Quand Florence a quitté la maison à 14h30, j'étais déjà prêt. J'ai mis une casquette et des lunettes de soleil, j'ai pris mes clés de voiture et j'ai attendu qu'elle parte la première. Je l'ai suivie en gardant une distance de sécurité. Elle a conduit sa berline grise à travers les rues familières du quartier. Puis elle a pris l'autoroute en direction du centre-ville. Je suis resté 3 voitures derrière, faisant attention à ne pas la perdre, mais aussi à ne pas être repéré. 30 minutes plus tard, Florence s'est garée devant un immeuble de bureaux dans le quartier des affaires.
C'était le même immeuble dont l'adresse figurait sur la carte de Gilbert Renaud. Je l'ai vu entrer dans le bâtiment avec un porte-document que je ne lui connaissais pas. Il était en cuir marron, neuf. Ce n'était pas l'un des nôtres. Qu'est-ce qu'elle transportait là-dedans? J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 40 minutes sont passées, puis 1 heure. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon quand j'ai enfin vu Florence sortir de l'immeuble. Mais elle ne sortait pas seule. Un homme marchait à côté d'elle. C'était Gilbert Renaud. Aucun doute possible. J'ai reconnu son visage d'après les photos sur Internet. Grand, bien habillé. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à conclure d'importantes affaires. Je les ai observés depuis ma voiture. Il discutait avec animation à l'entrée du bâtiment. Florence riait, chose qu'elle n'avait pas faite à la maison depuis des semaines. Gilbert lui a touché le bras d'une manière qui semblait trop familière, trop intime. Puis il lui a tendu une chemise cartonnée. Florence l'a prise, l'a ouverte brièvement pour en vérifier le contenu, et a hoché la tête avec satisfaction. Ils se sont dit au revoir avec une étreinte qui a duré 1 seconde de trop. Quand Florence est retournée à sa voiture, j'avais déjà démarré la mienne. J'ai pris un chemin différent pour rentrer à la maison, m'assurant d'arriver avant elle. Je me suis garé à ma place habituelle, je suis entré, et je me suis assis dans le salon avec le journal, comme si j'avais été là tout l'après-midi. Florence est arrivée 15 minutes plus tard. Elle est entrée avec un sourire aux lèvres, fredonnant une chanson. « Bonjour mon amour », a-t-elle dit joyeusement. « Comment s'est passé ton après-midi » ? « Calme », j'ai répondu. « J'ai lu, je me suis un peu reposé. »« Et le tien ?» ?»« Très productif. J'ai réglé toutes les courses que j'avais en attente. » Elle mentait avec une telle facilité que ça m'a fait peur. Sans hésitation, sans faiblir, comme si me mentir était la chose la plus naturelle au monde. Ce soir-là, pendant le dîner, je l'ai regardée avec des yeux différents. Cette femme assise en face de moi, avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de ma vie, était capable de me trahir sans montrer le moindre remords. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à attendre passivement que Florence mette son plan à exécution, quel qu'il soit. Je devais la prendre de court. Je devais savoir exactement quel document elle avait dans cette chemise que Gilbert lui avait donnée. J'ai attendu que Florence sorte faire les courses. Elle prend généralement au moins 1 heure pour ses sorties. Dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai commencé mes recherches. J'ai d'abord fouillé son placard. J'ai déplacé des chaussures, des boîtes, des vêtements pliés. Rien. Ensuite, j'ai regardé dans ses tiroirs, parmi ses sous-vêtements, ses accessoires. Je n'y ai rien trouvé non plus. Je suis allé dans la cuisine et j'ai cherché parmi les ustensiles, derrière les assiettes, dans les tiroirs où elle garde des livres de recettes qu'elle n'utilise jamais. Toujours rien. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. Des années plus tôt, Florence avait une petite cachette secrète qu'elle utilisait pour garder de l'argent liquide en cas d'urgence. C'était au sous-sol, derrière de vieilles boîtes de décoration de Noël, dans un trou du mur qu'elle avait recouvert d'une planche mal fixée. Je suis descendu au sous-sol aussi vite que j'ai pu. J'ai déplacé les boîtes, j'ai cherché la planche. Elle était là, exactement là où je m'en souvenais. Je l'ai retirée avec précaution et j'ai glissé ma main dans le trou sombre. Mes doigts ont touché du papier. J'ai sorti une épaisse chemise cartonnée pleine de documents. C'était la même chemise que j'avais vue la veille. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte sur une boîte à proximité. Ce que j'y ai vu m'a coupé le souffle. Le premier document était une copie des titres de propriété de notre maison, mais avec des notes manuscrites dans les marges. Des valeurs estimées, des dates, les signatures nécessaires, le tout calculé avec précision. Le deuxième document était encore pire. C'était une procuration, soi-disant signée de ma main, qui donnait à Florence l'autorité totale sur tous mes biens et comptes bancaires. Mais je n'avais jamais signé ce document. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque page, en m'assurant que les images étaient claires et lisibles. Il y avait plus de 20 pages au total, des documents financiers, des évaluations de propriété, et même une ébauche de contrat de vente pour notre maison. La date de vente proposée était dans 2 mois. L'acheteur était une société que je ne connaissais pas, mais le prix affiché était de 415 000 €, soit presque 90 000 € en dessous de la valeur réelle de notre bien sur le marché.
Pourquoi quelqu'un vendrait-il une maison moins chère que ce qu'elle vaut? Il n'y avait qu'une seule raison, pour que la vente se fasse rapidement. Sans question, sans délai. Dans un autre document, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était un certificat médical, prétendument signé par un certain docteur Corneille Vasseur, déclarant que je souffrais d'un déclin cognitif sévère et que je n'étais pas capable de prendre des décisions financières par moi-même. Ce document était un faux absolu. Je n'avais jamais consulté le moindre docteur Corneille Vasseur. Ma santé mentale était parfaite. Mais avec ce faux certificat, Florence pourrait arguer qu'elle avait besoin de prendre le contrôle de mes finances pour me protéger contre moi-même. Tout le plan était là, documenté avec des détails glaçants. Florence et Gilbert avaient conçu un stratagème complet pour me dépouiller de tout ce que je possédais. Ils allaient me faire déclarer mentalement inapte, prendre le contrôle de mes biens, tout vendre à prix réduit pour des transactions rapides, et se partager l'argent. Je me retrouverais avec rien. Ils me placeraient probablement dans une maison de retraite, en prétendant que je ne pouvais pas prendre soin de moi-même. Avec tous ces faux documents, il serait presque impossible de me défendre légalement. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai replacé la planche à sa place et je suis remonté du sous-sol en essayant de contrôler la rage qui m'envahissait. Florence n'était pas encore rentrée. Je me suis assis dans le salon en respirant profondément, essayant de réfléchir clairement. Je ne pouvais pas la confronter maintenant. Si elle savait que j'avais découvert son plan, elle et Gilbert changeraient simplement de stratégie. Je devais être plus intelligent qu'eux. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un ancien collègue de l'époque de l'entreprise de construction. Guillaume avait été mon partenaire pendant des années avant que nous prenions tous les deux notre retraite. C'était un homme digne de confiance, discret, et il connaissait de bons avocats. Guillaume, j'ai besoin du numéro d'un avocat spécialisé dans les affaires de fraude patrimoniale. Quelqu'un de bon, quelqu'un de discret. Tu as des ennuis, Grégoire? Disons juste que je préviens de futurs problèmes. Tu connais quelqu'un? Je connais le meilleur. Il s'appelle Charles Mercier. Il a travaillé sur plusieurs affaires similaires. Il est coriace, méticuleux et il ne se laisse pas intimider. Je te donne son numéro. J'ai noté le numéro et j'ai raccroché juste au moment où j'entendais la voiture de Florence entrer dans le garage. J'ai glissé le papier dans mon portefeuille et j'ai agi comme si de rien n'était. Florence est entrée en portant des sacs de course. Je l'ai aidée à ranger les provisions. Nous avons parlé de ce que nous allions préparer pour le dîner. Tout était absolument normal en surface. Mais chaque fois que je la regardais, je voyais une étrangère, une usurpatrice vivant dans ma maison, planifiant de me détruire. Ce soir-là, je n'ai pas pu manger grand-chose. Florence a remarqué mon manque d'appétit. Tu ne te sens pas bien? Tu as à peine touché à ton assiette. Je vais bien, juste un petit dérangement d'estomac. Rien de grave. Tu devrais aller chez le médecin si tu ne te sens pas bien. Ce n'est pas nécessaire. Ça va passer. Elle a un peu insisté, mais a finalement laissé tomber le sujet. Je suis allé me coucher tôt, prétextant être fatigué. En réalité, j'avais besoin d'être seul pour assimiler tout ce que j'avais découvert. Le lendemain matin, j'ai attendu que Florence parte pour son cours de yoga, chose qu'elle faisait tous les jeudis. Dès qu'elle a passé la porte, j'ai appelé l'avocat, Charles Mercier. Cabinet Mercier, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Grégoire Quentin. Se recommande Guillaume qui m'envoie. J'ai besoin de parler à maître Charles Mercier pour une affaire urgente. Un instant, s'il vous plaît. J'ai attendu près de 3 minutes avant qu'une voix masculine ferme ne réponde. Charles Mercier. Comment puis-je vous aider, monsieur Quentin? Je lui ai tout raconté. Les documents déplacés, les messages suspects, la filature de Florence, les faux papiers que j'avais trouvés dans le sous-sol. Je lui ai envoyé les photos que j'avais prises pendant que nous parlions. Il y a eu un long silence après que j'ai terminé mon récit. Puis Charles a parlé d'un ton grave. Monsieur Quentin, c'est beaucoup plus grave que vous ne l'imaginez probablement. Ce que votre femme et ce Gilbert Renaud font constitue une fraude caractérisée, un faux en écriture, et potentiellement un abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Ce sont des délits pénaux très graves. Que puis-je faire? Premièrement, vous ne pouvez pas les confronter tout de suite. S'ils savent que vous avez découvert leur plan, ils détruiront les preuves et changeront de stratégie. Deuxièmement,
Nous devons sécuriser vos biens immédiatement. Je vais rédiger des documents qui annulent toute procuration qui n'aurait pas été signée personnellement devant moi. Troisièmement, il nous faut davantage de preuves des communications entre votre femme et Gilbert. Comment puis-je obtenir ces preuves? Avez-vous accès au téléphone de votre femme? Je connais son mot de passe. Parfait. J'ai besoin que vous installiez une application de sauvegarde. Je vais vous envoyer des instructions précises. Cela nous permettra d'avoir des copies de tous ces messages et appels. C'est légal dans ce contexte car le téléphone est enregistré sous un compte familial dont vous êtes le titulaire principal. Et ensuite? Ensuite, nous allons leur tendre un piège. Mais pour cela, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui vous paraîtra extrême. Je veux que vous simuliez un voyage d'affaires ou une absence prolongée. 3 ou 4 jours loin de la maison. Quand votre femme pensera que vous n'êtes pas là, elle agira. Elle rencontrera Gilbert. Ils déplaceront des documents. Ils passeront des appels. Et nous documenterons absolument tout. Comment vais-je justifier un voyage d'affaires si je suis à la retraite? Dites que c'est une réunion d'anciens collègues dans une autre ville, une conférence, une célébration d'anniversaire d'entreprise. N'importe quoi qui semble crédible. L'important est qu'elle croie sincèrement que vous ne serez pas dans les parages pendant plusieurs jours. L'idée m'angoissait, mais elle était logique. Si Florence pensait avoir la maison pour elle toute seule, elle baisserait la garde, agirait plus librement, ferait des erreurs. Très bien, je vais le faire. Quand commençons-nous? Aujourd'hui. Venez à mon bureau cet après-midi. Apportez une pièce d'identité, les actes de propriété originaux de vos biens, et tout document financier important. Nous allons créer un bouclier juridique complet. Et Monsieur Quentin. À partir de maintenant. Ne prenez aucun médicament et ne buvez rien que votre femme vous prépare, à moins de l'avoir vu le faire sous vos yeux. Ces derniers mots m'ont terrifié. Charles suggérait que Florence pourrait essayer de me droguer ou de m'empoisonner. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de Charles Mercier. Le cabinet se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, au 14e étage, avec des fenêtres surplombant toute la ville. La réceptionniste m'a immédiatement conduit à son bureau privé. Charles était un homme d'une 50aine d'années, les tempes grisonnantes, au regard pénétrant. Il m'a serré la main fermement et m'a invité à m'asseoir face à son bureau en bois sombre. Monsieur Quentin, j'ai examiné les photos que vous m'avez envoyées. C'est suffisant pour intenter une action en justice immédiate, mais nous devons être stratégiques. Si nous agissons trop vite, ils peuvent affirmer que les documents sont légitimes et que vous êtes simplement confus. Confus? Je suis parfaitement lucide. Je sais, mais ils ont un faux certificat médical qui affirme le contraire. Un juge qui ne vous connaît pas pourrait avoir des doutes. C'est pourquoi nous avons besoin de preuves irréfutables que votre femme a agi avec préméditation et tromperie. Charles a ouvert un dossier et en a sorti plusieurs documents. Ceci est une déclaration sous serment de capacité mentale. Vous la signerez devant moi, en ma qualité de notaire assermenté. Nous allons également procéder à une évaluation neuropsychologique complète avec un spécialiste en qui j'ai confiance, ce qui détruira tout argument d'incapacité mentale. J'ai signé les documents pendant que Charles continuait d'expliquer le plan. Deuxièmement, nous allons créer une fiducie irrévocable. Toutes vos propriétés seront protégées au sein de cette fiducie. Personne ne pourra les vendre, les transférer ou les hypothéquer sans votre consentement explicite devant 3 témoins certifiés. Nous faisons ça aujourd'hui. Combien de temps cela prend-il? Avec les contacts que j'ai, nous pouvons l'enregistrer dans le système en 24 heures. Demain après-midi, vos propriétés seront totalement blindées. Toute tentative de vente sera automatiquement nulle et non avenue. Et Florence sera-t-elle au courant? Pas immédiatement. L'enregistrement est public, mais il faudrait qu'elle le cherche spécifiquement. Et d'après ce que vous m'avez dit, elle pense avoir encore des semaines devant elle avant d'exécuter son plan. Elle ne va pas vérifier les registres immobiliers tous les jours. Je me suis senti un peu plus calme. Au moins, mes biens seraient protégés. Maintenant vient la partie la plus difficile, a poursuivi Charles. Le faux voyage. J'ai besoin que vous l'annonciez ce soir. Dites à votre femme que demain ou après-demain, vous devez vous rendre dans une autre ville pour 3 ou 4 jours. Donnez-lui un air urgent mais pas suspect. Et où serais-je en réalité? Dans un hôtel ici, en ville, sous un faux nom.
Mais pendant la journée, vous surveillerez votre maison. J'ai un détective privé qui va vous aider. Il vous fournira du matériel d'enregistrement et un véhicule discret pour la surveillance. Ne serait-il pas plus simple que le détective fasse tout? Non. Vous devez être présent. D'abord, parce que c'est votre témoignage en tant que propriétaire qui a un poids juridique. Ensuite, parce que vous connaissez les habitudes de votre femme, vous saurez quand quelque chose sort de l'ordinaire. Et enfin, parce que j'ai besoin que vous voyiez de vos propres yeux de quoi elle est capable. Si cela va jusqu'au procès, votre témoignage direct sera dévastateur pour sa défense. C'était logique, même si l'idée d'espionner ma propre maison était surréaliste. Il y a autre chose, a ajouté Charles, son ton devenant plus grave. Pendant ces jours de surveillance, il est très probable que vous découvriez des choses que vous ne voulez pas voir, des choses qui vous blesseront. Êtes-vous prêt à l'affronter? Quel genre de choses? Je ne sais pas avec certitude, mais dans des cas comme celui-ci, la trahison financière vient rarement seule. Il peut y avoir plus de secrets, plus de mensonges. J'ai besoin de savoir que vous serez capable de garder votre sang-froid, peu importe ce que vous découvrirez. J'ai hoché la tête lentement. J'étais allé trop loin. Je ne pouvais pas reculer maintenant. Je suis prêt. Bien. Ce soir, lorsque vous installerez l'application de sauvegarde sur le téléphone de votre femme. J'aurai également besoin que vous preniez des photos de tout nouveau document que vous trouverez. Vérifiez cette cachette dans le sous-sol une dernière fois avant de partir. Il est possible qu'elle ait ajouté de nouveaux papiers. J'ai quitté le bureau de Charles avec un mélange de détermination et de terreur. En 24 heures, ma vie prendrait un tournant total. Je ne serais plus la victime passive d'un stratagème de fraude. Je serais le chasseur. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai lâché le mensonge que j'avais préparé. Florence, Guillaume m'a appelé cet après-midi. Ils organisent une réunion d'anciens collègues de l'entreprise à Lyon. C'est un événement spécial pour l'anniversaire de la fondation de la société. Florence a levé les yeux de son assiette, intéressée. C'est quand? Après-demain. Ça dure 3 jours entiers. Hébergement à l'hôtel, repas inclus. Guillaume a insisté pour que j'y aille. Il dit que plusieurs de nos anciens associés seront là. 3 jours, c'est long. Je sais, mais ça fait des années que je n'ai pas vu ces gens, et l'entreprise nous a donné tellement d'opportunités à l'époque. Ce serait impoli de ne pas y assister. Je pouvais voir les yeux de Florence s'illuminer. Elle essayait de cacher son excitation, mais je la connaissais. L'idée de m'avoir hors de la maison pendant 3 jours entiers lui semblait parfaite. Bien sûr, tu devrais y aller, a-t-elle dit avec un sourire qui se voulait sincère. Ça te fera du bien de te changer un peu les idées, de revoir tes vieux amis. Tu seras d'accord pour que je reste seul? Je m'en sortirai très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. En fait, j'en profiterai pour faire certaines choses que j'ai en attente. Je suis sûr qu'elle avait effectivement des choses en attente, rencontrer Gilbert, déplacer des documents, préparer la phase suivante de son plan. Alors c'est décidé. Je partirai après-demain tôt le matin. Le vol est à 7 heures. Tu veux que je t'emmène à l'aéroport? Non, ne t'en fais pas. Je laisserai la voiture sur le parking de l'aéroport. Cette nuit-là, j'ai attendu que Florence s'endorme. J'ai pris son téléphone avec une prudence extrême et je suis allé dans la salle de bain, en suivant les instructions que Charles m'avait envoyées. J'ai installé l'application de sauvegarde. Cela a pris moins de 5 minutes. Ensuite, j'ai effacé l'historique des téléchargements et j'ai remis le téléphone à sa place. Le lendemain, j'ai agi comme si je préparais réellement un voyage. J'ai sorti ma valise, j'ai emballé des vêtements, mes affaires de toilette. Florence m'a observé depuis la porte de la chambre. Tu prends assez de chemises? Oui, je pense. N'oublie pas tes médicaments pour la tension. Je ne prenais aucun médicament pour la tension artérielle. Ma tension était parfaite. Pourquoi disait-elle cela? Je ne prends pas de médicaments pour la tension, Florence. Oh, c'est vrai. Désolé, je me suis confondu. S'était-elle confondue ou préparait-elle une excuse pour un plan futur? Chaque mot qui sortait de sa bouche me paraissait désormais suspect. Cet après-midi-là, pendant que Florence était occupée dans la cuisine, je suis descendu au sous-sol une dernière fois. J'ai vérifié la cachette derrière les boîtes de Noël.
La chemise cartonnée avait grossi. Elle contenait de nouveaux documents. Il y avait un compromis de vente daté pour dans 6 semaines. Il y avait aussi un document d'une maison de retraite appelée les Jardins du Couchant avec une demande d'admission à mon nom. Le coût des services inclus était de 2 700 € par mois. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. C'était un document d'assurance vie à mon nom avec Florence comme unique bénéficiaire. La police s'élevait à 460 000 €. Mais je n'avais jamais souscrit cette assurance. J'ai rapidement tout pris en photo et j'ai remis les documents. Mes mains tremblaient de rage. Ils voulaient non seulement me voler mes biens, mais ils avaient aussi prévu de me placer dans une maison de retraite contre ma volonté. Et cette fausse assurance vie laissait présager quelque chose d'encore plus sinistre. Je suis remonté du sous-sol en essayant de contrôler mes émotions. Florence était dans le salon en train de regarder la télévision, complètement sereine, comme si elle n'était pas en train de détruire la vie de son mari. Le lendemain matin, je me suis levé à 5h30, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai chargé ma valise dans la voiture. Florence s'est réveillée pour me dire au revoir. « Fais un bon voyage », a-t-elle dit en me donnant un baiser sur la joue qui m'a paru glacial. « Merci. Je t'appellerai quand j'arriverai. Prends soin de toi. » J'ai quitté la maison et j'ai conduit jusqu'au bout de la rue, mais je n'ai pas pris la direction de l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai fait demi-tour dans une autre avenue et je me suis garé à 3 pâtés de maison de là, dans un endroit où je pouvais voir ma maison, mais où ma voiture n'était pas visible. Le détective privé engagé par Charles est arrivé 10 minutes plus tard. C'était un homme mince d'environ 35 ans avec du matériel professionnel dans un sac à dos. « Monsieur Quentin, je suis Xavier. Je serai votre soutien pendant ces quelques jours. Je vous ai apporté de petites caméras, des enregistreurs audio et des jumelles à longue portée. J'ai aussi un autre véhicule garé dans la rue voisine. Une voiture grise ordinaire qui n'attire pas l'attention. Nous l'utiliserons pour la surveillance. J'ai changé de voiture et nous nous sommes positionnés dans un endroit avec une vue directe sur ma maison. Xavier a installé une caméra avec zoom sur le tableau de bord. Maintenant, on attend, a dit Xavier. L'expérience me dit qu'elle n'agira pas immédiatement. Elle attendra quelques heures pour s'assurer que vous êtes vraiment parti. Il avait raison. Pendant les 2 premières heures, rien ne s'est passé. Puis vers 10 heures du matin, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Une femme marchait sur le trottoir en direction de l'endroit où nous étions garés. J'ai immédiatement reconnu Chantal, ma voisine d'à côté. Elle avait 72 ans. Elle vivait seule depuis la mort de son mari il y a 5 ans et avait toujours été gentille avec moi. Chantal s'est dirigée droit vers notre voiture. Mon cœur s'est emballé. Elle nous avait découverts. Elle allait ruiner tout le plan. Xavier m'a regardé avec inquiétude, mais je lui ai fait signe que tout allait bien. J'ai baissé la vitre quand Chantal s'est approchée. « Grégoire » a-t-elle chuchoté en se penchant vers la fenêtre. « Je savais que c'était toi. Je reconnaîtrais ta posture n'importe où, même si tu es dans une autre voiture. »« Chantal, je peux expliquer. »« Tu n'as rien à m'expliquer. Je sais ce qui se passe chez toi. J'ai observé. » Ces mots m'ont laissé sans voix. « Que as-tu vu ? » ?»« Depuis quelques semaines, je vois des choses qui ne me plaisent pas. Cet homme élégant qui vient lui rendre visite quand tu n'es pas là. Les conversations qu'ils ont dans ton jardin en pensant que personne ne les voit. Les documents qu'ils examinent ensemble. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que je ne savais pas trop quoi faire. Je ne voulais pas me mêler de problèmes de couple. Mais quand j'ai vu ta voiture partir ce matin, puis que je t'ai vu te garer ici, j'ai compris que tu avais aussi des doutes. Et j'ai décidé que je devais te dire ce que je savais. Xavier s'est présenté brièvement et a expliqué que nous documentions des activités suspectes pour une affaire judiciaire. Chantal a hoché la tête gravement. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose qui va se passer ce soir. De quoi s'agit-il ? Hier soir, vers 23 heures, je suis sorti pour arroser les plantes de mon jardin de devant. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu Florence parler au téléphone sur son patio. Elle parlait à voix basse, mais le vent a porté sa voix jusqu'à moi. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit qu'elle avait enfin la maison libre pendant 3 jours, qu'il pouvait avancer le plan. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit, demain au petit matin. Tout sera prêt.
Apporte les papiers définitifs et la notaire. Nous ferons la signature à 1h du matin. À cette heure-là, il n'y a pas de témoin, pas de voisin qui regarde. Une signature à 1h du matin dans ma propre maison, alors que j'étais censé être à des centaines de kilomètres de là. Chantal, serais-tu prête à témoigner de cela si nécessaire? Bien sûr. Ta première femme, Marthe, paix à son âme, était ma meilleure amie avant que tu n'épouses Florence. Elle n'aurait jamais voulu que quelqu'un te fasse du mal. Il est de mon devoir de te protéger. Marthe avait été ma première épouse, décédée il y a 30 ans dans un accident de voiture. Florence était entrée dans ma vie 5 ans plus tard. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi. Merci, Chantal. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Je te demande juste une chose, Grégoire. Ne la laisse pas te voir avant d'être prêt. Attends jusqu'à 1h du matin et tu comprendras tout. Chantal nous a salués discrètement et est retournée chez elle, marchant lentement comme n'importe quelle autre voisine faisant sa promenade matinale. Xavier m'a regardé avec un respect renouvelé. Avoir un témoin comme elle, c'est de l'or pur. Une voisine de longue date, sans intérêt personnel dans l'affaire, avec des observations directes. Son témoignage sera impossible à discréditer. Pensez-vous que nous devrions attendre jusqu'à très tôt demain matin? Comme l'a dit Chantal, absolument. S'ils font une signature frauduleuse à cette heure-là, nous devons tout enregistrer. C'est une preuve directe d'un complot et d'une fraude en cours. C'est la différence entre un dossier solide et un dossier irréfutable. Le reste de la journée s'est passé normalement en apparence. Florence a quitté la maison vers 13h. Xavier l'a suivi en voiture pendant que je patientais. Il avait installé des caméras qui transmettaient la vidéo en temps réel sur mon téléphone. Je l'ai vue arriver au même immeuble de bureau où elle avait rencontré Gilbert auparavant. Cette fois, la réunion a duré près de 2 heures. Quand elle est sortie, elle portait une autre chemise cartonnée, plus épaisse que la précédente. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message texte de Florence. « Salut mon amour. Comment ça se passe là-bas? Tu es bien arrivé. » J'ai répondu comme si j'étais vraiment à Lyon. Tout va bien. L'hôtel est confortable. La réunion commence tôt demain. C'est bien. Prends soin de toi. Tu me manques. Des mensonges par-dessus des mensonges. Chaque message était un coup de poignard dans le dos. La nuit venue, Florence n'a pas quitté la maison. Xavier a installé des microphones directionnels longue portée pointés vers les fenêtres de ma maison. Nous pourrions entendre les conversations si elle parlait au téléphone près des vitres. À 21h30, nous l'avons entendu parler. Xavier a ajusté l'équipement pour enregistrer clairement. Oui, tout est parfait, disait Florence. Il est à Lyon. Il ne rentre pas avant après-demain. On a largement le temps. Pause. Quelqu'un parlait de l'autre côté. Non, il ne se doute de rien. Il a totalement confiance. Il m'a même demandé si j'allais bien m'en sortir toute seule. C'est pathétique. Une autre pause, plus longue. Les documents sont prêts. La notaire a confirmé pour demain à 1h du matin. Elle vient avec Gilbert. Nous allons tout faire ici, dans la maison, dans le bureau de Grégoire. C'est parfait. C'est même symbolique. Mon bureau. Ils allaient signer des documents frauduleux dans mon propre bureau, l'endroit où je gardais tous mes souvenirs, mes décennies de travail. Et le certificat médical fonctionne, a continué Florence. Le juge l'acceptera sans poser de questions. Silence, pendant qu'elle écoutait la réponse. Excellent. Corneille a fait du bon travail en imitant la signature du vrai médecin. Personne ne se doutera de rien, et une fois que nous aurons enregistré la procuration, Grégoire ne pourra plus rien faire. Le temps qu'il s'en rende compte, tout sera vendu et l'argent transféré. Xavier et moi nous sommes regardés. Elle venait de tout avouer en un seul appel téléphonique. Complot, falsification de documents médicaux, fraude préméditée. Le tout clairement enregistré. Parfait. Combien allons-nous toucher au total, a demandé Florence. Pause. 645 000 €. Je pensais que ce serait plus. Pause plus longue. Eh bien, c'est suffisant. Et avec l'assurance vie, ça fera plus d'1 million. Il faut juste être patient avec cette partie-là. L'assurance vie. Encore une fois,
il mentionnait la fausse assurance vie. Que signifiait être patient avec cette partie-là? Je n'aime pas parler de ça au téléphone, a dit Florence d'un ton plus bas. Nous en avons déjà discuté. Les accidents arrivent, surtout avec les hommes âgés qui vivent seuls. Mon sang s'est glacé. Il prévoyait de me tuer, de faire passer ça pour un accident après m'avoir placé dans une maison de retraite. Xavier m'a serré l'épaule. Son visage montrait le même mélange d'horreur et de rage que je ressentais. Nous en avons assez, a-t-il chuchoté. Avec cet enregistrement, nous pouvons agir tout de suite. Non, ai-je dit d'une voix tremblante mais ferme. Chantal a dit d'attendre jusqu'au petit matin, d'attendre jusqu'à 1 heure. Je veux voir toute la scène. Je veux qu'il n'y ait aucun doute sur ce qu'ils font. Le lendemain a été le jour le plus long de ma vie. J'ai passé la matinée dans un hôtel où Xavier m'avait réservé une chambre. J'ai mangé sans appétit. J'ai essayé de dormir, mais je n'y suis pas arrivé. Les mots de Florence résonnaient dans mon esprit. Les accidents arrivent. L'après-midi, je suis retourné au point de surveillance. Florence était ressortie, cette fois dans un café où elle a rencontré une femme que je ne connaissais pas. Xavier a pris des photos. Puis nous avons vérifié son identité en utilisant la reconnaissance faciale sur des bases de données publiques. C'était Alice Cordier, une notaire ayant une étude au centre-ville. D'après les dossiers que Xavier a trouvés, Alice avait été sanctionnée à 2 reprises dans le passé pour des irrégularités dans ses certifications. Elle n'avait pas perdu son droit d'exercer, mais elle avait un passé discutable. C'est la notaire qui vient ce soir, a dit Xavier. Elle va certifier des documents frauduleux à 1 heure du matin dans une résidence privée. Ça seul suffit pour qu'elle perde définitivement sa charge. La nuit est tombée lentement. Florence est rentrée à la maison vers 19 heures. Elle s'est préparé un dîner léger. Je l'ai observée par la fenêtre de la cuisine, mangeant calmement, regardant son téléphone, complètement détendue. À 22 heures, elle a commencé à préparer la maison. Elle a allumé les lumières du bureau, arrangé des papiers sur mon bureau, placé des chaises supplémentaires, fait du café. Tout était prêt pour la réunion frauduleuse. À 00h40, une voiture noire s'est garée devant ma maison. 2 personnes en sont sorties, Gilbert Renaud, dans son costume impeccable avec son porte-documents en cuir, et une femme d'environ 50 ans que j'ai reconnue sur les photos comme étant Alice Cordier, la notaire corrompue. Xavier avait déjà toutes les caméras pointées vers l'entrée de ma maison. Nous enregistrions sous 3 angles différents. Nous avions aussi des microphones directionnels capturant un son de haute qualité. Florence a ouvert la porte avant même qu'il ne frappe. Elle les a accueillis avec des étreintes beaucoup trop familières. Tous les 3 sont entrés dans ma maison comme s'ils en étaient les propriétaires. On y va maintenant, ai-je dit en me préparant à sortir de la voiture. Pas encore, m'a arrêté Xavier. Laissez-les s'installer. Laissez-les sortir les documents. Commencez le processus. Quand ils seront en plein milieu de la signature, quand ils ne pourront plus nier leurs intentions, alors nous entrerons. Il avait raison. Mais chaque seconde qui passait était une torture. Voir ces 3 criminels à l'intérieur de ma maison, profanant mon espace, planifiant de tout me voler, c'était presque insupportable. À travers les fenêtres du bureau, je les ai vus s'asseoir autour de mon bureau. Gilbert a ouvert son porte-documents et a commencé à sortir des dossiers, des piles de papier qu'il a disposées en tas organisés. Florence a apporté le café et l'a servi comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires normale. Alice Cordier a sorti son sceau officiel de notaire. Elle l'a posé sur le bureau à côté d'un registre. Elle se préparait à certifier des documents frauduleux avec son autorité officielle. Regardez ça, a chuchoté Xavier en ajustant le zoom de la caméra. Elle utilise son vrai sceau. Cela signifie que les documents auront une certification officielle. Si nous n'étions pas là, ces papiers seraient légalement valables. Votre femme aurait gagné. Mais elle n'allait pas gagner, car j'étais là. Car j'avais découvert son plan. Car j'étais sur le point de détruire toute son machination. Gilbert a commencé à expliquer quelque chose. En pointant les documents, je l'ai vu placer plusieurs feuilles devant la chaise où je m'assois normalement. Des papiers qui requéraient ma signature, mais qui allaient être signés frauduleusement. Florence a pris l'un des documents et l'a étudié. Même de loin, je pouvais voir son sourire. Elle savourait ce moment. Elle savourait sa victoire. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang.
Gilbert a passé un stylo à Florence, un stylo spécial que j'ai reconnu immédiatement. C'était mon stylo Montblanc, un cadeau que mon père m'avait fait à l'obtention de mon diplôme. Ce stylo avait signé tous les documents importants de ma vie. Et maintenant, Florence allait s'en servir pour imiter ma signature et me voler tout ce que j'avais. Elle a pratiqué ma signature sur une feuille de papier séparée, une fois, 2 fois, 3 fois. Gilbert a observé et fait des commentaires. Florence a ajusté sa technique. Elle s'était déjà exercée auparavant, c'était évident. Elle connaissait chaque trait, chaque courbe de ma signature. Il est 1h05, a dit Xavier en regardant sa montre. C'est l'heure que Chantal avait mentionnée. C'est le moment. J'ai appelé Charles Mercier, qui attendait mon signal. Charles, ils sont en train de signer en ce moment. Nous avons tout enregistré. Parfait. J'ai 2 voitures de police qui attendent à 2 rues d'ici. Je leur donne le feu vert. Ils seront là dans 3 minutes. Vous, entrez dans 2 minutes. Je veux que vous les surpreniez en plein acte. Compris. Encore une chose, Grégoire. Quand vous entrerez, ne criez pas. Ne les menacez pas. Ne les touchez pas, restez calme. Laissez-les s'incriminer eux-mêmes avec leurs propres mots. D'accord. Xavier et moi sommes sortis de la voiture. Nous avons marché vers ma maison d'un pas déterminé mais silencieux. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Chaque pas me rapprochait de l'instant de vérité. Nous avons atteint la porte d'entrée. J'ai sorti mes clés avec des mains tremblantes. Je les ai mises dans la serrure aussi doucement que possible. J'ai tourné la clé. Le loquet s'est ouvert avec un léger clic. J'ai poussé la porte lentement, remerciant silencieusement le ciel qu'elle n'ait jamais eu ce grincement agaçant que certaines portes ont. Les pas jusqu'au bureau ont été les plus longs de ma vie. J'ai traversé mon propre salon, mon propre couloir, en ayant l'impression de pénétrer en territoire ennemi. Je pouvais entendre leur voix venant du bureau. Signe ici, ici, et ici, disait Gilbert. Alice certifiera chaque page. Et sommes-nous sûrs qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à nous, a demandé Florence. Totalement sûr. L'acheteur est une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Le temps que quelqu'un essaie d'enquêter, l'argent aura déjà transité par 5 comptes différents dans 3 pays. Impossible à tracer. Et le certificat médical tiendra la route face à une vérification? Il résistera à n'importe quel contrôle superficiel. Et d'ici à ce que quelqu'un fasse une vérification approfondie, ça n'aura plus d'importance. Les documents seront enregistrés, l'argent transféré, et Grégoire sera dans la maison de retraite sans accès à une représentation légale. J'ai atteint l'encadrement de la porte du bureau. Xavier était derrière moi, enregistrant tout avec une petite caméra. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte. Tous les 3 se sont figés. Florence a laissé tomber le stylo. Gilbert s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. Alice Cordier a attrapé son seau de notaire comme pour le cacher. Bonsoir, ai-je dit avec un calme que je ne ressentais pas, je vois que vous tenez une réunion intéressante dans mon bureau. Le silence qui a suivi a été absolu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Florence a été la première à réagir. Son visage est passé par toute une gamme d'émotions en quelques secondes, le choc, la panique, puis quelque chose qui ressemblait à de la rage pure. Grégoire. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censé être à Lyon. Changement de programme. La réunion a été annulée. J'ai décidé de rentrer plus tôt. C'était mensonge sur mensonge, mais elle n'avait aucun droit moral de me faire remarquer mes mensonges alors que toute sa vie avec moi n'avait été qu'une imposture. Gilbert a tenté de retrouver sa contenance professionnelle. Il a rapidement refermé son porte-documents, essayant de cacher les papiers. Monsieur Quentin, ce n'est pas ce que vous croyez. Non, parce que ce que je crois, c'est que vous êtes en train d'imiter ma signature sur des documents légaux à 1h du matin dans ma propre maison. Nous aidions Florence avec certains papiers. Rien d'illégal. Certains papiers à 1h du matin avec une notaire qui a déjà été sanctionnée 2 fois pour fraude? Alice Cordier est devenue livide. Comment savez-vous ça? Je sais beaucoup de choses. Je sais, par exemple, que le document que vous vous apprêtez à signer est une fausse procuration.
Je sais que vous avez un faux certificat médical me déclarant mentalement inapte. Je sais que vous prévoyez de vendre ma maison en dessous de sa valeur réelle à une société écran. Je sais absolument tout. Florence a enfin retrouvé sa voix. Et ce qui en est sorti n'était pas du remords, mais du venin pur. Tu nous as espionnés. Tu n'es qu'un vieil homme paranoïaque et malade. Non, Florence. Je suis un vieil homme qui a découvert à temps que sa femme était une voleuse et une traîtresse. Elle s'est levée de sa chaise, furieuse. Voleuse? Tout ce que tu as, nous l'avons construit ensemble pendant 25 ans. Mensonge. J'ai acheté cette maison 10 ans avant de te rencontrer. Les investissements sont un héritage de ma famille. Le seul argent que tu as apporté provenait de ton travail à temps partiel que tu as quitté il y a 15 ans. Tu n'as droit à rien de tout ça. Gilbert a tenté d'intervenir. Monsieur Quentin, je pense que vous interprétez mal la situation. Si vous nous permettez de vous expliquer. Vous n'allez rien expliquer du tout. La police sera là d'une minute à l'autre. Ce sont eux qui demanderont des explications. Comme si je les avais invoqués par mes mots, nous avons entendu des sirènes au loin. Elles approchaient rapidement. La panique sur leur visage a été instantanée. Alice Cordier a commencé à ranger ses affaires dans son sac avec des mains tremblantes. Gilbert cherchait une issue du regard. Florence restait là, son visage étant un masque de haine et de défaite. Ils ne peuvent pas nous arrêter, a dit Gilbert, essayant de paraître confiant. Nous n'avons encore rien fait. Il n'y a pas de crime. Xavier a fait un pas en avant, montrant la caméra qui avait tout enregistré. Association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, faux en écriture, tentative d'appropriation illégale de biens, usage frauduleux de certification notariale. Nous avons tout sur bande. Chaque mot, chaque document, chaque fausse signature que vous avez pratiquée. Les sirènes se sont tues devant ma maison. Nous avons entendu les portières des voitures de patrouille s'ouvrir, des pas courant vers l'entrée. Florence m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas du regret. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la haine pure. Un ressentiment absolu d'avoir ruiné son plan parfait. Tu aurais dû faire ce voyage, a-t-elle sifflé entre ses dents. Tu aurais dû me faire confiance. Je t'ai fait confiance pendant 25 ans et tu m'as trahi de la pire des manières. 2 policiers sont entrés dans le bureau, suivis par Charles Mercier qui portait d'autres documents dans ses mains. Officier, a dit Charles d'une voix professionnelle et claire. Ces 3 individus sont en train de commettre une fraude documentaire en bande organisée. Nous avons des preuves enregistrées de leurs aveux et de leurs actes. Je demande qu'ils soient arrêtés immédiatement. L'un des policiers s'est approché de Gilbert. Monsieur, je dois vous demander de mettre vos mains dans le dos. C'est une erreur, a protesté Gilbert. Je suis un professionnel respecté. J'ai des droits. Et vous pourrez les exercer au poste. Les mains dans le dos, s'il vous plaît. L'officier a passé les menottes au poignet de Gilbert tout en lui lisant ses droits. Le deuxième policier s'est approché d'Alice Cordier, qui tremblait visiblement. Je vous en prie, je venais juste faire mon travail, a plaidé Alice. Je ne savais pas qu'il y avait quoi que ce soit d'illégal. Charles a sorti son téléphone et a fait jouer un enregistrement. C'était la voix d'Alice, datant d'à peine 20 minutes plus tôt, et sommes-nous sûrs que le certificat médical ne sera pas remis en question? Parce que si quelqu'un vérifie auprès d'un vrai médecin, nous allons avoir des problèmes. Le visage d'Alice s'est décomposé. Je peux expliquer. Vous l'expliquerez au juge, a dit l'officier en la menottant. Vous avez le droit de garder le silence. Il ne restait plus que Florence. Elle se tenait à côté de mon bureau, me regardant avec un mélange de haine et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. L'officier s'est approché d'elle lentement. Madame Quentin, je dois également vous demander de mettre vos mains dans le dos. Non, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne vous laisserai pas m'arrêter dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, suis-je intervenu. Cette maison est exclusivement à mon nom. Elle l'a toujours été. Tu ne vivais ici que parce que je l'autorisais. Je suis ta femme. J'ai des droits conjugaux. Les droits conjugaux n'incluent pas le vol, la falsification de documents ou la planification de la mort de son mari. Florence a pâli. Je n'ai jamais parlé de te tuer. Xavier a sorti son téléphone et a fait jouer un autre enregistrement.
La voix de Florence a résonné dans le bureau, les accidents arrivent, surtout avec les hommes âgés qui vivent seuls. Ça ne veut rien dire, a-t-elle protesté désespérément. Je parlais en général. En général, ai-je dit en m'approchant d'elle. Et la fausse police d'assurance vie à mon nom pour 460 000 €. C'était aussi quelque chose de général? Le policier qui s'occupait de Gilbert a levé les yeux. Fausse assurance vie? C'est une fraude à l'assurance. C'est un délit pénal très grave. Charles a hoché la tête. Nous avons une copie du document. Il est au sous-sol, caché derrière de vieilles boîtes. Officier, vous devez également perquisitionner cette zone. Florence a finalement semblé réaliser qu'il n'y avait pas d'issue. Ses épaules se sont affaissées. Quand l'officier lui a passé les menottes, elle n'a pas résisté. Elle a juste commencé à pleurer. Mais ce n'était pas des larmes de remords. C'était des larmes de rage et de frustration d'avoir été prise. Grégoire, je t'en prie, a-t-elle dit d'une voix brisée. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver un accord. Ça n'a pas à finir comme ça. C'est fini ainsi au moment même où tu as décidé de me trahir. Au moment où tu as posé tes mains sur mes documents privés, au moment où tu as planifié de voler tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie. Je t'aimais. Je t'aimais vraiment au début. Si c'est ça ta façon d'aimer, je préfère ta haine. Les officiers ont commencé à faire sortir les 3 personnes arrêtées du bureau. Gilbert marchait la tête baissée, vaincu. Alice Cordier tremblait et pleurait toujours. Florence m'a jeté un dernier regard de pur ressentiment avant d'être guidée vers la porte. Quand ils ont enfin quitté ma maison, j'ai eu l'impression qu'un poids gigantesque avait été soulevé de mes épaules. Mais je ressentais aussi un vide profond. 25 ans de mariage se terminaient ainsi, avec des menottes et des accusations criminelles. Charles a posé une main sur mon épaule. Vous avez bien agi, Grégoire. Je sais que ce n'était pas facile. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant commence la procédure légale. Ils seront interrogés cette nuit. Demain, il y aura une audience devant le juge des libertés. Avec les preuves que nous avons, il est très probable qu'on leur refuse la liberté sous caution. Surtout à Gilbert et Florence. Et vu les multiples chefs d'inculpation. Association de malfaiteurs pour fraude, faux en écriture publique et privée, tentative d'extorsion de biens, falsification de certificats médicaux. Fraude à l'assurance. Gilbert fait également face à des accusations pour exercice frauduleux de sa profession. Alice perdra définitivement sa licence de notaire et fera face à des poursuites pénales. Quant à Florence, elle fait face aux accusations les plus lourdes parce qu'il y a aussi la possible préméditation pour atteinte à l'intégrité physique. Combien de temps risque-t-il? Avec toutes les charges combinées, Florence pourrait faire face à 10 à 15 ans de prison. Gilbert, une peine similaire. Alice, probablement moins. Entre 5 et 8 ans si elle coopère avec l'accusation. 15 ans. Florence aurait 80 ans à sa sortie de prison. Si tant est qu'elle en sorte. Je me suis assis dans mon fauteuil de bureau, la même chaise où j'avais travaillé pendant des décennies, où j'avais bâti ma carrière, où j'avais gardé tous mes rêves et souvenirs, et où, quelques minutes plus tôt, 3 criminels avaient tenté de tout me voler. Xavier a commencé à examiner les documents que Gilbert avait laissés sur le bureau. Il les a photographiés méthodiquement, un par un. C'est incroyable, a-t-il murmuré. Ils avaient tout prévu avec des détails microscopiques. Des comptes offshore, de multiples transferts, de faux documents de secours. Ils n'ont pas planifié ça en quelques semaines. Ça a pris des mois, peut-être plus d'1 an. 1 an. Florence avait prévu de me détruire pendant plus d'1 an alors que je lui faisais confiance, pendant que nous partagions le même lit, pendant que je lui disais que je l'aimais. Il y a autre chose ici, a dit Xavier en brandissant un document. C'est un contrat d'achat pour une propriété à Saint-Barthélemy au nom de Florence Quentin. À Saint-Barthélemy? Oui, un appartement en bord de mer. Prix d'achat, 320 000 €. Date de signature, dans 2 mois. Ils allaient utiliser votre argent pour acheter leur maison de retraite à la plage. Leur audace était stupéfiante. Non seulement ils voulaient me voler, mais ils dépensaient déjà l'argent dans leur fantasme de vie luxueuse. Charles a examiné d'autres papiers. Voici des relevés bancaires d'un compte que je ne reconnais pas. Connaissez-vous la Banque internationale des Caraïbes? Je n'ai jamais eu de compte là-bas.
Eh bien, selon ces documents, vous y avez un compte avec un dépôt de 73 000 €, mais regardez les dates de dépôt. Elles correspondent exactement au retrait que vous avez remarqué sur votre compte joint. 73 000 €. Beaucoup plus que ce que j'avais calculé. Florence me volait depuis plus longtemps que je ne le pensais. Ce compte sera également gelé, a dit Charles. Tout cet argent vous sera restitué dans le cadre des réparations. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner chaque document, chaque papier, chaque note que Gilbert et Florence avaient apportée. Xavier a tout photographié. Charles a tout catalogué. Nous étions en train de monter un dossier absolument impossible à défendre. Vers 4h30 du matin, j'ai entendu frapper doucement à ma porte d'entrée. C'était Chantal, ma voisine, enveloppée dans une robe de chambre. Grégoire, j'ai vu les voitures de patrouille. Est-ce que tu vas bien? Il s'est passé quelque chose de grave? Je l'ai invité à entrer et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus à chaque détail. Je savais qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, a dit Chantal tristement. Il y a toujours eu quelque chose de froid dans son regard pour moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Chantal, sans ton avertissement, sans ton témoignage sur ce que tu as entendu, peut-être qu'ils auraient réussi. Je te dois plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Tu ne me dois rien. Je n'ai fait que ce qui était juste. Ta première femme, Marthe, était comme une sœur pour moi. Je lui avais promis de toujours veiller sur toi s'il lui arrivait quelque chose. Je tiens cette promesse. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. J'avais perdu ma deuxième femme cette nuit-là, mais j'avais redécouvert la valeur de la véritable amitié. Charles a demandé à Chantal de venir à son bureau le lendemain pour faire une déposition formelle. Elle a accepté sans hésiter. Quand tout le monde a enfin quitté ma maison, je me suis retrouvé seul. Il était presque l'aube. La lumière grise du matin commençait à filtrer à travers les fenêtres. J'ai parcouru chaque pièce, voyant tout avec un regard nouveau. Ce salon où Florence et moi avions regardé tant de films. Cette cuisine où elle préparait des dîners dont je me demandais maintenant s'ils avaient jamais contenu autre chose que de la nourriture. Cette chambre où nous avions dormi ensemble, partageant un espace intime avec quelqu'un qui s'était révélé être une ennemie. Tout était contaminé par sa trahison. Chaque recoin de ma maison abritait désormais des souvenirs empoisonnés. Mais c'était aussi ma maison, mon refuge, mon territoire, et personne n'allait me le prendre. Je me suis servi un café et je me suis assis dans le jardin pour regarder le lever du soleil. Le ciel se peignait d'orange et de rose. Un nouveau jour commençait. Un jour où j'étais libéré d'un mensonge dans lequel je vivais depuis des années. Mon téléphone a sonné. C'était ma sœur, Claire. Grégoire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une alerte info. Ça dit qu'ils ont arrêté 3 personnes pour fraude dans ton quartier. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Je lui ai tout raconté. Claire a écouté en silence, n'interrompant qu'occasionnellement par des exclamations de choc. Mon Dieu, Grégoire. Tu aurais pu tout perdre. Ils auraient pu te tuer. Je sais, mais ils ne l'ont pas fait parce que j'ai agi à temps. Parce que je n'ai pas laissé mon amour pour elle m'aveugler complètement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, je vais m'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont essayé de faire. Je vais témoigner à chaque audience, à chaque procès. Je vais faire en sorte que le monde entier sache exactement quel genre de personnes ils sont. Et après? Après le procès. Je vais reconstruire ma vie. Je vais nettoyer cette maison de tous ces faux souvenirs. Et je vais utiliser mon expérience pour aider d'autres hommes et femmes âgés qui pourraient traverser la même chose. Ça m'a l'air d'un bon plan. Nous avons raccroché et je suis resté à regarder le soleil finir de se lever. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités juridiques. Charles me tenait informé de chaque évolution, de chaque nouvelle révélation qui émergeait pendant les interrogatoires. Gilbert Renaud a été le premier à commencer à parler. Selon Charles, lorsque les enquêteurs lui ont montré toutes les preuves, tous les enregistrements, toutes les photographies, il a complètement craqué. Il a demandé un accord de coopération avec le procureur en échange de son témoignage contre Florence. Il révèle tout, m'a dit Charles lors d'une réunion dans son bureau. Il dit que Florence l'a contacté il y a 14 mois. Que c'est elle qui a initié tout le plan. Que c'est elle qui a fait des recherches sur chaque détail de vos propriétés, vos investissements, vos documents. 14 mois.
Si longtemps. Selon Gilbert, Florence planifiait cela depuis encore plus longtemps. Il a dit qu'elle lui avait montré des notes qu'elle prenait depuis plus de 2 ans, date d'échéance de mes investissements, valeur de mes biens, contact de personnes qui pourraient l'aider. 2 ans. Pendant que je pensais que nous avions un mariage normal, elle répertoriait méthodiquement chaque bien que je possédais. Et qu'a-t-il dit d'autre? Il a dit que Florence était obsédée par l'argent, qu'elle parlait constamment de tout ce qu'elle pourrait obtenir si vous n'étiez plus dans le tableau, qu'elle avait déjà contacté plusieurs conseillers immobiliers avant lui, mais qu'il était le seul prêt à faire le travail de manière illégale. Pourquoi a-t-il accepté? Quelle était sa motivation? L'argent, bien sûr. Florence lui a promis 30% de tout ce qu'ils obtiendraient, avec une prévision de 645 000 euros. Ça faisait près de 184 000 euros pour lui. Assez pour qu'il compromette sa licence et sa liberté. Charles est passé à la page suivante de ses notes. Alice Cordier parle aussi. Elle dit que Gilbert l'a contactée il y a 3 mois. Il lui a offert 4 500 euros en espèces pour certifier des documents sans poser de questions. Elle a accepté parce qu'elle a des dettes de jeu. Elle pariait sur des casinos en ligne et devait plus de 46 000 euros à des usuriers. Ils étaient tous motivés par la cupidité. Aucun d'entre eux ne me considérait comme une vraie personne, avec une vraie vie et de vrais droits. Ils ne me voyaient que comme une source d'argent. Et Florence, que dit-elle? Charles a fait une pause avant de répondre. Florence ne dit rien. Elle a un avocat commis d'office qui lui a conseillé de se taire. Mais son silence ne l'aidera pas. Avec les témoignages de Gilbert et d'Alice, plus tous nos enregistrements et nos preuves, le dossier contre elle est en béton. Quand aura lieu l'audience préliminaire? Dans 3 jours. Le juge décidera s'il y a suffisamment de preuves pour aller au procès. Ils auront besoin de vous là-bas pour témoigner. Les 3 jours ont passé dans un flou de préparation. Charles m'a fait répéter mon témoignage encore et encore. Il m'a appris à rester calme pendant le contre-interrogatoire, à ne répondre qu'à ce qu'on me demandait, à ne pas me laisser provoquer par les tactiques de l'avocat de la défense. Le jour de l'audience est arrivé. Je me suis habillé de mon meilleur costume, celui-là même que j'utilisais pour les réunions importantes quand je travaillais. Charles est venu me chercher tôt le matin et nous avons conduit jusqu'au palais de justice ensemble. La salle d'audience était étonnamment remplie. Il y avait des journalistes curieux et plusieurs personnes âgées qui, selon Charles, venaient d'une association de protection des seniors. Mon affaire avait attiré l'attention des médias. Les gros titres parlaient de l'épouse qui a essayé de tout voler et du vieil homme qui a déjoué la fraude parfaite. Je me suis assis sur le banc réservé à l'accusation. De là, je pouvais voir la place où Florence serait assise. J'avais l'estomac noué rien qu'à l'idée de la revoir. Puis les accusés sont entrés. D'abord Gilbert, menotté et vêtu de l'uniforme carcéral. Il ne ressemblait plus du tout au professionnel confiant que j'avais vu sur les photos. Il avait l'air petit, effrayé, vaincu. Puis Alice Cordier est entrée, également menottée, également en tenue de prisonnière. Elle avait de profondes cernes noires sous les yeux et les cheveux ébouriffés. Elle avait vieilli de 10 ans en seulement quelques jours. Enfin, Florence est entrée, elle aussi menottée, elle aussi en uniforme. Mais contrairement aux 2 autres, elle gardait la tête haute. Ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il me trouve. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Je n'y ai vu aucun remords, aucune honte. Seulement un froid ressentiment. Le juge est entré et nous nous sommes tous levés. C'était un homme d'environ 65 ans aux cheveux complètement blancs, avec une expression sévère. L'audience est ouverte, a commencé l'huissier. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire du ministère public contre Florence Quentin, Gilbert Renaud et Alice Cordier. Les chefs d'accusation incluent l'association de malfaiteurs pour fraude, le faux en écriture, la tentative d'appropriation illégale de biens. Et plusieurs autres délits connexes. Le procureur s'est levé et a commencé à présenter l'affaire. Il a décrit chaque détail du plan de Florence, montrant des photos des faux documents, diffusant des extraits des enregistrements, expliquant toute l'escroquerie avec une clarté dévastatrice. Puis ils m'ont appelé à la barre. J'ai marché d'un pas ferme, j'ai levé la main et j'ai juré de dire toute la vérité. Les questions du procureur étaient directes. Quand avais-je remarqué quelque chose de suspect pour la première fois? Que avais-je trouvé dans mon bureau? Que avais-je fait de cette information? Avais-je un jour donné à ma femme la permission d'accéder à mes documents privés?
Avais-je un jour signé une procuration en sa faveur? Avais-je un jour été diagnostiqué avec un déclin cognitif? J'ai répondu à chaque question calmement et avec précision. Non, je n'avais jamais donné ma permission. Non, je n'avais jamais signé de procuration. Non, je n'avais jamais été diagnostiqué avec la moindre maladie mentale. Le procureur a montré le faux certificat médical. Reconnaissez-vous ce document? Oui. C'est l'un des documents frauduleux que j'ai trouvé dans la cachette de ma femme. La signature du médecin est-elle légitime? Non. Le médecin dont le nom figure là-dessus ne m'a jamais examiné. Je ne l'ai jamais rencontré. Cette signature est fausse. Le procureur a hoché la tête. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Puis l'avocat de la défense de Florence s'est levé. C'était un jeune homme d'environ 30 ans avec un costume bon marché et une nervosité évidente. C'était sa première grosse affaire, ça crevait les yeux. Monsieur Quentin, a-t-il commencé avec un ton qui se voulait provocateur. N'est-il pas vrai que votre femme a pris soin de vous pendant 25 ans? Nous avons vécu ensemble pendant 25 ans. Oui. Et n'est-il pas vrai qu'elle a sacrifié sa propre carrière pour vous soutenir? Elle a travaillé à temps partiel pendant 10 ans, puis a décidé d'arrêter. Je ne lui ai jamais demandé de quitter son emploi. Mais vous avez bénéficié de son travail domestique, correct? Elle cuisinait, nettoyait, gérait la maison. Ce sont des tâches que nous partagions. Et aucune de ces tâches ne lui donne le droit de falsifier des documents et de me voler mes biens. L'avocat a rougi. Votre honneur, le témoin est dans l'argumentation. Le juge m'a regardé. Monsieur Quentin, répondez simplement à la question qui vous est posée. Mes excuses, votre honneur. L'avocat a poursuivi, n'est-il pas possible que votre femme essayait simplement d'organiser des affaires financières pour l'avenir, afin de vous protéger tous les deux? Nous protéger tous les deux en falsifiant des certificats médicaux, en me déclarant inapte, en vendant ma maison en dessous de sa valeur à une société écran, et en transférant de l'argent sur des comptes offshore? Ce n'est pas de la protection. C'est du vol. Mais vous admettez que vous espionniez votre femme, n'est-ce pas? Que vous envahissiez sa vie privée. Je protégeais mes biens contre un crime en cours. Et tout ce que j'ai fait était légal, supervisé par mon avocat. L'avocat a tenté quelques questions supplémentaires, mais chacune de ses tactiques a échoué. Charles avait fait un excellent travail en me préparant. Je ne me suis pas laissé provoquer. Je ne suis tombé dans aucun de ces pièges verbaux. Après moi, Xavier, le détective privé, a témoigné. Il a présenté tous les enregistrements, toutes les photographies, toutes les vidéos. Les preuves étaient accablantes. Ensuite, Chantal, ma voisine, a témoigné d'une voix tremblante mais claire. Elle a décrit exactement ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. La conversation téléphonique de Florence, la mention du plan pour le petit matin, tout. L'avocat de la défense a tenté de la discréditer. N'est-il pas vrai que vous avez des problèmes d'audition, madame? J'ai 72 ans, jeune homme. Mon oui n'est pas parfaite, mais je sais ce que j'ai entendu, et je l'ai entendu clairement. Quand tous les témoignages ont été terminés, le juge a relu ses notes en silence pendant plusieurs minutes. La tension dans la salle était palpable. Finalement, il a pris la parole. J'ai examiné toutes les preuves présentées. Les enregistrements audio et vidéo sont clairs et irréfutables. Les témoignages sont cohérents et crédibles. Les documents frauduleux sont bien documentés. Il a fait une pause et a regardé directement les accusés. Je conclus qu'il y a suffisamment d'éléments à charge pour croire que les accusés Florence Quentin, Gilbert Renaud et Alice Cordier ont commis les délits décrits. Cette affaire ira jusqu'au procès. La date sera fixée dans les 60 jours. Il a frappé de son marteau. Le son a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Les 60 jours jusqu'au procès sont passés lentement. Pendant ce temps, d'autres révélations ont vu le jour. Les enquêteurs ont découvert que Florence avait un autre compte bancaire secret avec plus de 9 200 € qu'elle avait systématiquement retirés de nos comptes au cours des 3 dernières années. Ils ont également découvert des messages entre elle et Gilbert qui étaient bien plus que professionnels. Ils entretenaient une liaison depuis au moins 8 mois. Les photos sur leur téléphone montraient des voyages ensemble, des dîners romantiques, des séjours à l'hôtel. Le tout payé avec mon argent. La trahison était totale. Non seulement elle avait essayé de me voler,
mais elle m'avait trompé avec son complice pendant qu'il planifiait de me détruire. Le jour du procès est enfin arrivé. Cette fois, la salle d'audience était encore plus bondée. L'affaire avait captivé l'attention nationale. Plusieurs chaînes d'information diffusaient en direct depuis l'extérieur du palais de justice. Le procès a duré une semaine entière. Le procureur a présenté des montagnes de preuves, chaque document frauduleux, chaque enregistrement, chaque photographie, chaque SMS. Des témoins ont défilé, des experts en falsification qui ont confirmé que les signatures étaient frauduleuses, le véritable médecin dont le nom avait été utilisé sur le faux certificat, des employés de banque qui ont confirmé les virements suspects. Gilbert Renaud a témoigné contre Florence dans le cadre de son accord avec la justice. Il a décrit en détail comment elle avait tout initié, comment elle avait planifié chaque étape, comment elle avait parlé de s'assurer que je finisse dans une maison de retraite où je ne pourrais pas causer de problème. Le moment le plus dévastateur a été lorsqu'ils ont fait écouter l'enregistrement complet de cette nuit-là dans mon bureau. La salle entière a entendu Florence imiter ma signature tout en discutant de la façon de partager l'argent volé. Ils l'ont entendu mentionner l'assurance vie. Ils l'ont entendu dire que les accidents arrivent avec les hommes âgés. Quand l'enregistrement s'est terminé, plusieurs membres du jury avaient les larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse, mais d'indignation. La défense de Florence a tenté d'arguer qu'elle avait été manipulée par Gilbert, qu'elle était elle aussi une victime. Mais les preuves prouvaient le contraire. Les messages montraient clairement quel était le cerveau derrière tout cela. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Quand ils sont retournés dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Le président du jury s'est levé et a lu le verdict. Dans l'affaire du ministère public contre Florence Quentin. Sur le chef d'accusation d'association de malfaiteurs pour fraude, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de faux en écriture, coupable. Sur le chef d'accusation de tentative d'appropriation illégale de biens, coupable. Sur le chef d'accusation de fraude à l'assurance, coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 23 chefs d'inculpation au total. 23 fois, j'ai entendu le mot « coupable ». Florence n'a pas pleuré. Elle n'a pas réagi. Elle est juste restée assise, fixant le vide devant elle avec une expression indéchiffrable. Gilbert Renaud a écopé de 8 ans de prison grâce à sa coopération. Alice Cordier a reçu 6 ans. Mais Florence, en tant que cerveau de l'opération, a écopé de 14 ans de prison avec une période de sûreté de 10 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Quand le juge a lu sa sentence, j'ai enfin vu quelque chose sur le visage de Florence. Ce n'était pas des remords. C'était la prise de conscience que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Elle aurait 79 ans quand elle sortirait de prison, si elle vivait assez longtemps. Après le procès, plusieurs journalistes ont essayé de m'interviewer. J'ai décliné toutes les demandes sauf une. Je voulais raconter mon histoire complète avec mes propres mots, pour que d'autres personnes âgées sachent qu'elles n'étaient pas seules si elles faisaient face à des situations similaires. Les mois suivants, je me suis consacré à reconstruire ma vie. J'ai engagé une entreprise pour rénover entièrement ma maison. De nouveaux meubles, de la nouvelle peinture, de nouveaux rideaux. Je voulais éliminer toute trace de Florence de mon espace. J'ai également commencé à collaborer avec une association de protection des seniors. J'ai donné des conférences dans des centres communautaires sur la manière de reconnaître les signes d'abus financiers, de protéger ces documents importants, et d'agir si l'on soupçonne que quelqu'un essaie de profiter de soi. Chantal est devenue une amie encore plus proche. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Elle m'a présenté d'autres voisins qui étaient également veufs ou vivaient seuls. Nous avons formé un petit groupe de soutien qui se réunissait régulièrement. Ma sœur Claire me rendait visite plus souvent. Elle m'a aidé à réorganiser mes finances, à mettre en place de nouvelles fiducies et à m'assurer que je ne serais plus jamais vulnérable à ce type de fraude. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. C'était de Florence, depuis la prison. Je l'ai tenue dans mes mains pendant plusieurs minutes avant de décider de l'ouvrir. La lettre ne contenait aucune excuse. Au lieu de cela, elle essayait de justifier ses actes. Elle disait qu'elle s'était sentie piégée dans notre mariage, que j'étais contrôlant, qu'elle méritait plus que ce que je lui avais donné. Chaque ligne était un nouveau mensonge, une nouvelle distorsion de la réalité. À la fin de la lettre, elle me demandait de venir la voir, de parler, d'envisager d'abandonner certaines charges, ce qui était impossible. J'ai plié la lettre,
je l'ai remise dans l'enveloppe, et je l'ai jetée à la poubelle. Il n'y avait plus rien à dire. Cette personne n'avait plus aucune place dans ma vie. Un an après le procès, j'étais assis dans mon jardin rénové, buvant un café tout en regardant le lever du soleil. Exactement comme je l'avais fait ce matin-là, après l'arrestation de Florence. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il n'y avait ni douleur, ni trahison fraîche. Seulement la paix. J'avais perdu ma femme, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, ma dignité, mon autonomie, mon droit de contrôler ma propre vie et mon propre destin. J'avais appris que l'amour peut être un masque qui cache les pires intentions. Que la confiance doit se mériter constamment, et non être donnée aveuglément. Qu'être vigilant n'est pas de la paranoïa, mais de la sagesse. Mais j'avais aussi appris que je n'étais pas seul. Qu'il y avait de bonnes personnes, comme Chantal, comme Charles, comme Xavier, prêtes à aider quand j'en avais le plus besoin. Que la communauté était plus forte que la trahison individuelle. Mon téléphone a sonné. C'était le coordinateur de l'association de protection des seniors. Il voulait que je donne une autre conférence la semaine suivante, cette fois lors d'une convention nationale. Mon histoire avait inspiré des dizaines de personnes âgées à vérifier leurs propres documents, à s'interroger sur des situations suspectes et à se protéger. Si quelque chose de bon était ressorti de tout ce cauchemar, c'était que ma douleur s'était transformée en un objectif. Mon expérience servirait à en protéger d'autres. J'ai terminé mon café et je suis rentré à l'intérieur. J'avais du travail à faire, des personnes à aider, une vie à vivre. Une vie qu'ils avaient failli me prendre, mais qui était désormais redevenue entièrement la mienne. Et ça, au bout du compte, c'est tout ce qui importait.